Des étudiants de l'IEGP, donc, qui est l'Institut d'études de la guerre et de la paix en Sorbonne à Paris 1. Ce sont des étudiants qui sont en master professionnel, donc qui travaillent qui sont dans un master qui s'appelle Expertise des conflits armés, qui se destine à travailler, comme vous vous en doutez, dans le domaine de la défense. Et cette année, pour la première fois, nous avons eu envie au sein de l'IEGP de donner un cours sur l'histoire et la pratique des jeux de guerre. Comme outil permettant en fait aux étudiants de se former à des tonnes de questions, celle de la prise de décision dans l'incertitude et tout un tas d'autres points. Je m'appelle Antoine Bourguillot, je suis donc le professeur qui est chargé de ce cours à l'Université Paris 1. Et j'en profite pour faire un petit peu de publicité, pour vous dire que le 8 avril sortira aux éditions Passé Composé un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Jouer la guerre, une histoire du wargame » et qui donc en fait retrace l'histoire de cette activité passionnante qui nous a réunis aujourd'hui, mais aussi qui a pour objet de montrer à quel point il reste et demeure un outil pertinent pour maintenant et pour le futur, aussi bien pour faire de la recherche en histoire que pour faire de la prospection lorsque l'on est analyste ou qu'on travaille d'une manière ou d'une autre dans le domaine de la défense. Alors, je pense que je ne sais pas dans quel ordre on va procéder. Peut-être qu'on peut demander aux étudiants de faire une présentation alors vraiment brève de leur jeu, parce que je crois qu'il y a des gens qui ont des emplois du temps très contraints, ou peut-être qu'on fait directement monter le jury. Comment on en est sur le temps? On commence par une présentation des jeux? Pardon? Oui, par le prix, je pense que c'est pas mal. Donc, du coup, je vais peut-être demander au jury de bien vouloir monter sur scène pour remettre le prix. Voilà. Les micros, ça va être encore mieux. Donc effectivement, on a assisté à la présentation des deux projets qui ont été montés autour du thème de l'espace. Et à l'issue, on a eu effectivement un échange avec les deux équipes. Je pense que je peux effectivement me faire le porte-parole du petit jury pour vous féliciter, parce que c'est quand même assez ambitieux que de se jeter comme ça dans l'eau du bain et qu'en quelques heures, sortir quelque chose qui est forcément inabouti. En tout cas, moi, ce que j'ai vu, c'est des potentiels qui sont développés, c'est des partis pris qui sont pris et qui sont assumés. Et véritablement, la difficulté qu'on a, effectivement, c'est parfois à juger des choses, des projets totalement différents, mais c'est ce qui montre aussi la variété du wargame et de son potentiel. Donc moi, je voulais vous remercier à titre personnel, et puis je vous demande de l'indulgence sur les choix qu'on aura fait, mais c'est aussi un parti pris qu'on a assumé. Merci de votre travail et de votre implication, et puis à Antoine qui t'accompagne, qui vous accompagne tout le reste de l'année, parce que je pense que c'est une vraie corde professionnelle, professionnalisante que vous avez et que vous aurez pour l'avenir. Félicitations à vous. Okay, it was a difficult choice because I think both teams did very well, and both teams had some very creative things going on. The space game is interesting because it's both less original and more original than most games. It's less original in that you guys probably don't know this, but there was a war game created, Liftoff, that had much in common with your game, and it was created maybe half a century ago. But very much more recently, there's been a trend towards games where the different participants have different strengths and weaknesses. It used to be that you'd want every side to be exactly the same so that
every side was equally likely to win, so everyone would be engaged and would feel like they should be part of the effort. But if you take the time and you play test your game and you make sure that over a long period of time, each of the teams have the same chance of winning, then having teams that are very different not only educate about the subject matter, but they educate about strategy. Because you need to come up with not the best strategy, but the best strategy for the strengths and weaknesses relative to the other players. So it's both what we saw today, and I think the potential of what we saw today that tipped us in the favor of that game. Jean? Et puis, ce qu'il faut signaler également, c'est que vous n'avez pas de formation en la matière, donc vous êtes jeté dans le grand bain et vous aviez peu de temps pour le faire. Je pense qu'on va annoncer également le prix et la récompense, parce qu'il est temps peut-être de le dire maintenant. À l'unanimité, on a eu un coup de cœur pour la présentation sur l'espace extra-atmosphérique et sur la construction du coup des satellites, donc sur la première présentation. Donc bravo à vous. Bravo à l'autre équipe également, parce que le projet est intéressant et mérite d'être creusé. Et puis surtout, quelques mots pour la Croix-Rouge française. Nous, on aimerait beaucoup vous retrouver et poursuivre cet échange. C'était qu'une première étape. Et donc, c'est un prix qui est symbolique qu'on remet aujourd'hui. Mais on aimerait vous retrouver tous durant l'année 2020 pour voir l'évolution de vos projets et puis surtout de les présenter à nos formateurs. L'an dernier, on avait travaillé ce hackathon avec plus de temps. On avait laissé beaucoup plus de temps aux étudiants. Là, on a essayé une autre nouvelle formule où franchement, on part de zéro et on voit ce à quoi on aboutit. Donc, bravo à vous d'avoir réussi à produire quelque chose qui soit déjà intéressant, qui corresponde au sujet, parce que c'est pas évident. Et correspondre au sujet, on peut très vite, quand on fait du design, arriver à glisser sur autre chose. Merci à la Croix-Rouge, à nouveau. On va parler. Vous avez un petit peu de temps pour préparer et présenter vos productions. Et ensuite, Oui, vous avez des micros ici, sur le côté. Bonjour à tous. Déjà, merci beaucoup au jury et aux personnes qui nous ont permis aussi d'être ici aujourd'hui. Donc, Monsieur Bourguignot et puis les autres étudiants qui ont aussi développé un jeu et qui ne sont pas avec nous, mais voilà, le Master de l'expertise des conflits armés. Pour faire très simple, nous, on est parti du principe... on a eu... donc, il y avait 2 jeux qui étaient présentés. Un jeu sur la collecte de données, que nos camarades ont produit, et notre jeu qui était sur l'extra-atmosphère et les satellites qui sont aujourd'hui dans l'espace et on va dire les dynamiques des programmes spatiaux aujourd'hui. Donc on est parti du principe qu'on avait 4 joueurs. Donc on a pris la Chine, les États-Unis, l'Union européenne et on a inclus un acteur privé. Donc on a pris SpaceX qui est aujourd'hui une des compagnies les plus novatrices dans ce domaine. qu'on estime sera aussi importante, voire plus importante dans les années à venir sur ces sujets de lancement de satellites. Notamment, on a vu récemment avec la récupération des lanceurs. Donc voilà, notre jeu s'organise autour donc c'est un jeu qui tourne autour de ces 4 acteurs. On joue chacun à notre tour. Ça tourne autour de lancer de dés. Et donc on part tous avec des chances différentes. Donc on a voulu représenter dans la réalité les possibilités et les défauts, les capacités, les défauts de chacun. Donc on a pris les acteurs étatiques qui, eux, ont la possibilité sur un tour de réaliser 2 décisions. L'Union européenne qui est une union dans laquelle il y a beaucoup de personnes et donc l'Agence spatiale européenne a beaucoup plus de contraintes, ne peut faire qu'une seule décision par tour. Et on a privilégié une compagnie privée qui a elle beaucoup plus de liberté et qui a donc la possibilité de faire 3 décisions par tour. Ça s'organise autour de 3 composantes majeures, donc les infrastructures.
Donc l'infrastructure de base qu'on a appelée, On a appelé la base spatiale. la base spatiale, le lanceur et le satellite, qui ont 3 possibilités de développement, donc 3 générations. Donc première génération, seconde génération et troisième génération. Pour nous, on est parti du principe que l'Union européenne avait beaucoup plus de capacités en recherche et développement, donc ils partent avec une base spatiale qui est déjà en deuxième génération, et les autres partent from scratch, donc ils n'ont rien du tout. Et le but étant d'investir le mieux possible dans son programme spatial en partant avec 70 unités d'argent qui correspondent à ce qu'on peut avoir de base. Tous les joueurs ont les mêmes capacités, et le but étant d'investir donc dans sa base, dans son lanceur et dans ses satellites. Et il y a des possibilités annexes aussi, c'est-à-dire d'hacker les capacités des autres concurrents et de récupérer des données qui nous permettent ensuite, par la suite, d'avoir des bonus et des malus, donc soit de l'intelligence économique, soit de la recherche et développement, qui vous permettent, à partir du lancer de dés, donc le but étant d'avoir 7 pour réussir un lancement de satellite, et donc ensuite vous avez des bonus et des malus qui s'agrègent en fonction du développement du jeu et en fonction de ce dans quoi vous décidez d'investir. Le but étant d'arriver à 100 points, et le but étant d'arriver à occuper l'espace extra-atmosphérique le plus rapidement possible, en ayant donc chaque satellite de génération représente un nombre de points, le plus de nombre de points pour troisième génération. Et le but étant d'occuper, donc on l'a représenté de cette manière, assez, on va dire, de manière assez spartiate. Voilà, vous avez ici la Terre, ici le premier orbite, ici le second orbite, et en fait, le fait que ce sont des dés, donc les dés représentent les satellites, et au bout d'un moment, l'espace est limité. Donc votre but étant de venir faire le plus de points, le plus rapidement possible, et d'occuper le plus vite possible les orbites, afin d'éviter d'être empêché de continuer votre développement par les débris et par tout ce qui se trouve aujourd'hui dans l'espace. C'est ce qu'on a voulu représenter, coller le plus possible à la réalité, en laissant aux personnes qui jouent le plus de possibilités et en donnant des chances égales à tous, avec leurs défauts et leurs avantages. En gros, c'est ça. Après, tout le monde connaît ici qu'il y a beaucoup de spécificités, de défauts et de qualités, mais on ne peut pas tout expliquer ici. Voilà. Les camarades vont présenter le leur maintenant. Je vais laisser là. Bonjour à tous. Nous, on a travaillé sur la collecte et le vol de données, donc en partant du principe que l'espace atmosphérique allait être saturé de satellites qui peuvent capter des données en masse, et que ces satellites pourront potentiellement être volés, et que les données volées seraient ensuite revendues. Donc on est parti sur le principe du Monopoly. On s'est inspiré vraiment de la carte du Monopoly. On s'est dit qu'il y avait plusieurs types de données qui pouvaient être volées, et plusieurs types d'acheteurs qui pourraient être intéressés. On a fait le choix de 4 catégories de données, avec des données bancaires, des données personnelles, donc la géolocalisation ou encore les habitudes commerciales par exemple, les données bancaires, et pour finir les données de sécurité et de défense, donc particulièrement intéressantes mais rares. En termes d'acheteurs, on a pris le parti de prendre des États, des entreprises, des institutions internationales et des organisations criminelles. Donc l'objectif, c'est de voler des données en fonction, si on peut tomber sur une case de vol de données et on n'a pas le choix du type de données qu'on vole. Et ensuite de vendre ces données si on tombe également sur une case pour de vendre la donnée, soit un État, une entreprise, etc. On a également créé des cartes d'événements avec une case événement. Donc si un joueur tombe sur la case événement,
il tire une carte et l'événement va avoir un impact sur tous les joueurs. Donc on a choisi des événements qui peuvent modifier la valeur des données qui ont été récupérées. Donc, par exemple, d'un coup, les données médicales ne valent plus rien et il vous est impossible de les vendre, ça ne vous rapportera rien. Ou alors, vous ne pouvez plus vendre aux entreprises. Il y a eu un scandale et tout d'un coup, les entreprises refusent d'acheter des données pour leur réputation. On a également créé des cartes, des cases où il ne se passe rien parce que le satellite que vous avez lancé pour récolter des données n'a pas atteint sa cible, il est perdu dans l'atmosphère. Donc vous devez attendre patiemment votre tour. Et ensuite, on a créé des cases où vous avez le choix, soit de voler des données, soit de les vendre. Donc c'est les données les plus rares, c'est les données de sécurité relatives à la sécurité et à la défense, ou à vente à des organisations internationales ou des organisations criminelles. On a fait le choix de ne pouvoir vendre les données bancaires et de sécurité défense qu'aux États, alors que les données de santé et personnelles ne peuvent être vendues qu'aux entreprises. Par contre, les organisations criminelles et les institutions internationales acceptent de tout acheter. Malheureusement pour les joueurs, les organisations criminelles ne sont pas très sûres. Donc vous devez jeter les dés et savoir si vous serez payé ou non. Parce que parfois, il y a des organisations criminelles qui sont criminelles et qui ne vous payent pas. Concernant les institutions internationales, vous êtes sûr d'être payé. Par contre, vous serez payé à bas coût parce qu'elles n'ont pas les mêmes moyens que les organisations criminelles. Donc l'objectif étant de collecter des données et de les vendre. La partie se termine soit lorsqu'un des joueurs a atteint un certain montant d'argent, soit lorsque un joueur tire une carte fin du jeu. Et dans ce cas, au tour d'après, le jeu se termine et c'est le joueur qui avait récolté le plus d'argent et donc qui avait vendu le plus de données qui aura gagné. Voilà. Bien. C'est un petit peu plus clairsemé qu'à l'aller, mais je crois qu'il y a des gens qui sont aussi un peu épuisés des sessions de jeu auxquelles ils ont participé. Est-ce possible ? Est-ce possible ? Oui, vu la chaleur qu'il a fait, oui, ça a été possible. Dans tous les cas, merci Antoine d'avoir pu participer, aider à faire construire des prototypes. Voilà. Alors voilà, un prototype, ça ressemble à ce que vous avez vu, hein. Et souvent, et y compris dans les jeux vidéo, Pascal Bernard, que vous avez peut-être vu tout à l'heure, qui faisait l'atelier sur le design, souvent on écrit comme ça, on donne des choses, et puis après ça se transforme. Et dans certains cas, des sociétés de jeux vidéo, d'ailleurs, reviennent à la modélisation sous forme de papier, carton, pour pouvoir précisément arriver à faire bouger les choses plus vite. Voilà, on en revient toujours à ça. On ne fait pas d'opposition entre des jeux carton et puis des jeux vidéo ou des jeux qui utilisent la réalité virtuelle ou la réalité augmentée, etc. En fait, on fait une combinaison de tout ça en fonction des objectifs que l'on a. Peut-être juste, tout à l'heure, le général Cardamone va nous rejoindre pour clôturer. On va clôturer un petit peu plus tôt, du coup. Mais est-ce que toi, tu as démarré cette année le cours OM2 ? Il y a seulement quelques universités qui ont l'occasion de mener ce genre de choses. On a entendu tout à l'heure le King's College qui le fait depuis de nombreuses années avec Philippe Sabine.
Comment tu ressens l'énergie qu'il y a des étudiants dans ton cours? Alors, de manière extrêmement positive, parce qu'effectivement, ce qui est intéressant, c'est qu'on est quand même à la base sur un cours qui s'adresse quand même à 24 étudiants, 24 étudiantes et étudiants, parce qu'en fait, les étudiantes sont en majorité, et que c'est surtout, en fait, quelque chose de très novateur, puisqu'en fait, on est quand même avec un public qui n'a quasiment aucune expérience des jeux de simulation. Quelques-uns d'entre vous avaient évidemment joué ou jouent à des jeux vidéo, mais globalement sur, on va dire, du wargame un peu pur et dur, on part de rien. Et l'idée en fait de départ, parce que la question c'est toujours la même quand vous voulez donner un cours, c'est comment et de quoi vous allez parler, et deuxièmement, sur quoi est-ce que vous allez juger vos élèves. Et assez rapidement, nous est venue l'idée avec Hervé Drévillon, donc, qui dirige l'IEGP, que la bonne méthode, ça consistait précisément en fait, à proposer aux étudiants de produire des jeux. Moi, je pars du principe en fait, que ce sont les joueurs qui font le jeu. Un jeu auquel personne ne joue, c'est un jeu qui n'existe pas. Un livre que personne ne lit, c'est un livre qui n'existe pas non plus. Et à partir du moment où vous êtes capable de jouer, à partir du moment où vous êtes capable de rentrer dans ce que le philosophe hollandais Huizinga, alors pour information, on dit Huizinga si vous voulez un jour briller en société, en hollandais ou en français. Donc du coup, ce qu'il appelle le cercle sacré du jeu, c'est-à-dire un moment où en fait toutes les personnes qui sont autour de la table consentent à accepter les règles telles qu'elles sont édictées, et donc de sortir en fait des règles générales de la société, on se retrouve avec des choses qui sont extrêmement intéressantes, parce que déjà ça pousse et ça entraîne, je crois, les étudiants à questionner leur savoir, à le faire circuler d'une manière totalement différente, à se confronter aussi effectivement à l'autre, aux autres, à se confronter à soi-même, c'est-à-dire que effectivement, je ne vous apprends rien en vous disant que le jeu est un immense révélateur et que souvent il transparaissent des choses dans les jeux qui disent des choses de votre personnalité, et c'est toujours très intéressant de mieux se connaître, et je crois que c'est vraiment une des choses les plus importantes. Et c'est pour ça que l'idée, ça a été de faire en sorte que les étudiants puissent produire des jeux. Ça paraissait sur le papier assez compliqué. En fait, 4 jeux ont été produits, qui sont à l'état de prototype, et pour certains très avancés. Un sur les frappes de drones au Levant, un autre jeu sur l'intervention en Libye en 2011, un autre jeu sur l'extension du terrorisme du Sahel vers le golfe de Guinée, et un dernier jeu sur l'initiative européenne d'intervention. Des jeux qui sont à chaque fois assez différents dans leur conception et leur finalité, mais qui sont vraiment tout à fait passionnants. Ils continuent d'avancer. Il y en a qui sont pratiquement terminés, d'autres qui doivent encore être un petit peu améliorés. Et vraiment, ça a été un très beau moment. Alors, je ne sais pas si les étudiants ont appris beaucoup de choses grâce à moi, mais en tout cas, moi aussi, j'ai appris beaucoup de choses grâce à eux, parce que c'est très intéressant, je trouve, quand on est enseignant, de se rendre compte que oui, on sait des choses, mais les étudiants aussi, ils savent des choses, et parfois ils savent plus de choses que nous. On en a eu d'ailleurs tout à l'heure l'exemple avec une des étudiantes qui n'est malheureusement plus là, mais qui nous a beaucoup aidé sur toutes les questions des différences de satellites, de lanceurs, etc. Et donc c'est un vrai plaisir de pouvoir faire circuler l'information et le savoir par le jeu. Voilà, merci à eux, et merci à vous.